Bonjour à tous, permettez-moi de remercier Mathilde pour cette invitation et puis plus généralement je voudrais remercier les membres de notre groupe de recherche canado-français autour des écrivains en procès pour leur accueil chaleureux. Alors l'objet d'étude de notre groupe de recherche, les écrivains en procès, nous a conduit jusqu'à présent à étudier l'action judiciaire qui a eu lieu en France autour de la pièce de Rodrigo Garcia, Golgotha Picnic, qui a fait l'objet d'une poursuite sur le terrain de la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence en raison de la religion. La question qui était centrale, qui était posée au juge, portait sur l'étendue de la liberté d'expression qui peut être accordée à un auteur. Afin d'apporter un éclairage distinct à cette même question difficile de la recherche des bornes juridiques de la liberté d'expression, j'ai cherché dans les développements récents du droit français un thème qui pourrait enrichir notre réflexion collective. Et la question de l'articulation de la liberté de création et du droit moral des artistes s'est imposée à moi avec la force de l'évidence. Pourquoi ? Ce thème s'est en effet imposé d'abord en raison d'un premier constat. C'est celui de l'opposition entre deux courants antagonistes, contraires. D'une part, le formidable engouement pour la transformation d'œuvres existantes. Alors, certes, c'est un phénomène relativement ancien, mais qui a été revitalisé par Internet et une certaine culture du détournement. Et d'autre part, la conception stricte retenue par le droit français du droit moral des auteurs. Pour illustrer cette rigidité, du moins apparente, des droits moraux, on peut songer à la célèbre affaire en France de la suite des Misérables, où les héritiers de Victor Hugo ont agi 133 ans après la mort de Victor Hugo, agi en justice pour défendre les droits moraux de leur aïeul. En l'occurrence, l'auteur poursuivi avait eu l'outrecuidance d'écrire la suite des aventures de Cosette et de Javert. Alors, bon, on en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Outre qu'il soit impossible d'en modérer l'usage par contrat, les droits moraux constituent une véritable épée de Damoclès qui plane éternellement au-dessus de la tête des adaptateurs, car en effet, il s'agit d'un droit qui est perpétuel et imprescriptible. De plus, sur le plan judiciaire, le droit moral est considéré comme un droit de la personnalité, ce qui implique juridiquement que l'auteur est en principe dispensé d'apporter la preuve d'un quelconque préjudice en cas de modification de son œuvre, ou en tout cas en cas d'atteinte au droit moral. Donc il peut demander des dommages et intérêts ou demander l'interdiction de l'œuvre à un juge sans avoir à démontrer que l'atteinte à son droit lui porte un quelconque préjudice. C'est automatique en quelque sens. Cette rigidité se traduit en jurisprudence qui retient par principe, et je vous cite une jurisprudence classique antérieure au dialogue qu'on va étudier tout à l'heure, que toute modification, quelle qu'en soit l'importance apportée à une œuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur, au respect de celle-ci. Ensuite, le traitement de ce thème m'est apparu avec évidence en raison d'un deuxième motif, une deuxième contradiction, celle qui oppose la circulation internationale des œuvres et des pratiques artistiques et le caractère essentiellement national des règles relatives au droit moral. Alors, on distingue classiquement les systèmes de common law, où le droit moral est traditionnellement assez faible, et les systèmes de droit civil, où le droit moral est traditionnellement conçu de manière assez forte. Or, cette différence de conception pose difficulté dans un contexte de globalisation des échanges. Songeons par exemple aux grandes expositions qui voyagent à travers le monde, ou encore en matière d'art lyrique, à cette mondialisation. Les metteurs en scène viennent de différents pays et montent des opéras dans les opéras du monde entier. On pense évidemment à la circulation des œuvres par Internet. Alors, s'il ne faut pas exagérer cette opposition entre les droits nationaux, certes, il existe des conventions internationales, mais ces conventions internationales portent essentiellement sur les droits patrimoniaux et assez peu sur les droits moraux. La rencontre
entre la liberté de création et les droits moraux. C'est donc une rencontre au sommet entre des contraires qui sont apparemment inconciliables. Tout paraît les opposer, mais tout de même, ils font partie du même monde, en tout cas du même monde juridique. Demain, mercredi, s'ouvre à Bruxelles le débat sur la réforme du droit d'auteur en Europe, et en particulier la question qui occupe tout le monde en ce moment, c'est la question de la responsabilité des plateformes numériques quant aux œuvres qui sont mises en ligne. C'est essentiellement de Google et YouTube dont il s'agit. Alors, ces discussions occupent légitimement notre attention et l'attention de la grande presse et du grand public, mais ces discussions masquent en réalité un mouvement peut-être qui est également de grande importance, le mouvement de la remise en cause de la conception classique des droits moraux de l'auteur, du moins en droit français, peut-être aussi en droit européen. Moins spectaculaire, ce débat n'est pourtant pas moins fondamental, et il s'inscrit dans le temps long, et il porte sur l'ADN du droit d'auteur. Si l'on veut bien observer simplement le système juridique français, il faut observer que la rigidité du droit moral tend aujourd'hui à se fissurer, tant par l'effet de la loi que de la jurisprudence. D'abord, par l'effet de la loi, car une loi récente française du 7 juillet 2016, dite loi relative à la liberté de création, retient très solennellement en son article 1er que, je cite, « la création est libre ». Perçue par certains comme essentiellement incantatoire, cette loi manifeste en tout cas une nouvelle préoccupation législative, accorder plus de liberté aux créateurs, peut-être contre le droit moral des auteurs. Seconde manifestation de ce craquellement juridique, par l'effet de la jurisprudence, et ce sera là le point essentiel de mon intervention, un arrêt de la Cour de cassation française en date du 22 juin 2017 relatif à la mise en scène à l'Opéra de Munich des dialogues des Carmélites est venu bouleverser l'approche française du droit moral de l'auteur. Dans cette affaire, que nous allons exposer en détail, l'idée selon laquelle, pour reprendre la jurisprudence ancienne, toute modification de l'œuvre suppose l'accord de l'auteur semble dorénavant passer de mode. Le champ de la liberté de création se trouverait alors naturellement élargi. Les juges de la Cour de cassation, par cet arrêt, ont opéré une véritable mutation de la manière d'appliquer le droit au respect de l'œuvre, ouvrant une part de liberté d'expression ou de création encore plus importante aux artistes. En dépit donc de la relative discrétion de ces débats, ou en tout cas leur ignorance par le grand public, la question de la plus ou moins grande rigidité des droits moraux de l'auteur est une question essentielle en pleine mutation. C'est donc à l'étude de cette mutation que je vous propose de nous consacrer dans l'heure qui vient. Pour cela, je propose dans un premier temps d'exposer l'affaire judiciaire du dialogue des Carmélites, puis dans un second temps, j'exposerai les conséquences induites par cette nouvelle approche. Tout d'abord, les dialogues en procès. L'histoire de l'exécution bouleversante de 16 carmélites, des religieuses, 16 carmélites de Compiègne à la fin de la Grande Terreur, pendant la Révolution française, a fait l'objet de plusieurs récits qui sont à la base de plusieurs procédures judiciaires, dont l'une a conduit à l'arrêt important du 22 juin 2017. Avant d'exposer cet arrêt en détail, il convient d'abord de présenter un peu rapidement l'histoire des Carmels et de leur représentation. L'histoire des Carmélites de Compiègne, guillotinés à la fin de la Révolution, est restée très célèbre jusqu'à aujourd'hui. Car en effet, leur exécution témoigne de la violence qui a régné à cette époque et du souvenir qui en est resté, à tel point que les 16 sœurs assassinées sont devenues pour la communauté catholique de véritables martyrs, incarnant les persécutions subies par les catholiques à cette époque. Et comme tous les mythes, leur récit suppose une part d'interprétation, interprétation qui sera à l'origine de plusieurs procédures judiciaires, comme nous l'avons dit. L'ordre du Carmel est né au Moyen-Orient. Il s'est implanté en France, en Europe au XIIIe siècle et en France en 1604. On compte rapidement en France une vingtaine de couvents. La partie masculine
des Carmels, les Carmes, sont des prosélytes, tandis que la partie féminine, les Carmélites, sont des cloîtrées. Alors, les historiens se disputent pour savoir si c'est vraiment des cloîtrées ou si elles prenaient part à la vie locale. Bon, je vous passe ces questions. Quoi qu'il en soit, l'histoire des sœurs du couvent de Compiègne pendant la Révolution est demeurée particulièrement marquante. La voici. Le 12 septembre 1792, pendant la terreur post-révolutionnaire, les sœurs sont expulsées de leur couvent de Compiègne. 2 jours plus tard, le 14 septembre 1792, elles doivent abjurer leur foi et prêter le serment de la liberté et de l'égalité, qui est le serment d'allégeance à la Révolution. Le même jour, elles sont, dit-on assez pudiquement, rendues à la vie civile. En réalité, elles sont emprisonnées. Un point mérite ici notre attention, en ce qu'il a contribué à la création du mythe des martyrs des Carmélites. Les religieuses, lors de leur incarcération, auraient été privées de leurs vêtements religieux. Mais elles auraient réussi à les récupérer, ces vêtements religieux, à l'aide de complices. Bien que cela paraisse anecdotique, ce point possède une certaine importance, car lors de leur exécution, elles vont porter ce vêtement religieux, ce qui ajoutera au caractère dramatique de la scène. Alors, emprisonnées, elles étaient réparties en 4 groupes, mais elles se retrouvaient quotidiennement pour renouveler leurs vœux de martyrs. 9 mois plus tard, le 21 juin 1794, une lettre de dénonciation les accuse d'entretenir des liens avec des fanatiques de Paris. Lors de la perquisition qui est effectuée dans leur logement, des lettres hostiles à la Révolution française sont saisies. Moins d'1 mois plus tard, le 17 juillet 1994, les 16 carmélites sont condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire de Paris, cela pour conspiration, fanatisme et sédition. Bon, selon les sources, les motifs divergent, mais peu importe. Le même jour, place du Trône, qui est aujourd'hui la place de la Nation, à Paris, elles montent ensemble sur l'échafaud, en chantant des chants religieux. Elles sont guillotinées, en commençant par la novice jusqu'à la mère supérieure. Elles sont ensuite enterrées au cimetière de Picpus. Une sœur, toutefois, a échappé à ce destin funeste. Sœur Marie l'Incarnation, qui a réussi à s'échapper et qui n'a pas été guillotinée. Cette sœur rescapée a ensuite raconté son histoire, contribuant à faire naître le mythe des martyrs des Carmélites de Compiègne. En effet, on parle de mythe car le récit de la mort des Carmélites a toujours été conçu par l'Église comme une relique, une véritable relique. Cette fonction reliquaire s'est en effet manifestée de plusieurs manières. Tout d'abord, la Grande Terreur a pris fin 11 jours après leur exécution. Donc pour l'Église catholique, les prières des Carmélites ont été interprétées comme un signe de Dieu qui les a entendus et qui a mis fin à la Grande Terreur quelques jours plus tard. Ensuite, le récit de la sœur survivante a été relayé par un certain nombre de religieux pendant tout le siècle suivant, ce qui a contribué à faire naître le mythe des 16 sœurs assassinées. Ensuite, le pape Léon XIII a même béatifié les 16 carmélites en 1906, c'est-à-dire juste après l'adoption en France de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ça faisait craindre, évidemment, pour les croyants. Ensuite, la fonction reliquaire des martyrs des Carmels de Compiègne se rencontre ensuite dans des récits littéraires du XXe siècle. En effet, plusieurs récits, plus ou moins fictionnels, nous allons le voir, sont basés sur l'histoire des Carmélites de Compiègne. Le premier est celui de la romancière allemande Gertrude von Lefort. Gertrude von Lefort a fait publier un roman, La dernière à l'échafaud, en 1931 à Munich. Von Lefort était elle-même très croyante. Elle croyait en la force de la prière comme une arme. Et elle a indiqué à plusieurs reprises que cette œuvre avait été écrite en réaction à l'athéisme bolchevique et nazi. Pour l'occasion, Von Lefort a inventé un personnage, celui de Blanche de la Force, une carmélite imaginaire, au nom quasi homonymique avec son auteur, Von Lefort de la Force. Le personnage de Blanche est un personnage réservé, timide, craintif. Elle est issue d'une famille bourgeoise et est conçue par son auteur comme l'incarnation des angoisses de son époque. Elle est imaginée comme une résistante face à la barbarie qui s'annonce dans les années 30. Cela en parallèle avec la Grande Terreur de 1994. Dans le roman de Von Lefort, Blanche de la Force s'enfuit du couvent avant la Révolution, donc elles ne l'ont pas emprisonnée,
mais elle revient vers ses sœurs lors de leur exécution devant l'échafaud, d'où le titre, la dernière à l'échafaud. Mais dans le roman, Blanche n'arrive pas jusqu'à la guillotine, elle est écrasée par la foule avant de pouvoir atteindre l'échafaud. Dans le roman, comme dans la réalité, les autres sœurs meurent à la guillotine. Comme nous l'aurons compris, le thème du sacrifice chrétien est central dans l'œuvre de Van Le Fort. Les Carmélites vont ensuite connaître un destin cinématographique. En effet, le père Bruckberger, c'est un réalisateur qui est religieux, et son collaborateur Philippe Agostini vont obtenir, après-guerre, les droits sur l'œuvre de Van Le Fort afin d'en faire un film qui sera réalisé et qui paraîtra en 1960, notamment avec Jeanne Moreau. Pour écrire les dialogues du film, il demande d'abord à Albert Camus d'écrire les dialogues, d'adapter le roman pour le cinéma, mais celui-ci refuse au motif qu'il n'a pas la foi et qu'il ne se sent pas de faire ce travail, et il recommande au cinéaste de s'adresser à Bernanos, qui lui est un fervent croyant, et ce dernier accepte la commande. Bernanos accepte donc d'écrire les dialogues en vue de leur transposition au cinéma. Toutefois, Bernanos va mourir avant d'avoir achevé les dialogues. Il meurt en 1948. Le film ne sortira qu'en 1960. En particulier, il meurt avant d'avoir écrit la scène finale, la scène de la guillotine. C'est dommage. Les dialogues de Bernanos sont donc terminés, puisque l'ouvrage paraîtra par la suite, sont donc terminés par son exécuteur testamentaire qui s'appelle Albert Béguin. La dernière scène est donc écrite, non pas par Bernanos, mais par Béguin, et il s'avère que la scène est parfaitement conforme à l'œuvre de Van Le Fort. Blanche de la Force donc revient vers l'échafaud et meurt écrasée par la foule. Ensuite, le mythe des Carmélites se poursuit avec l'adaptation du texte de Bernanos en opéra, qui est proposé à Francis Poulenc, cela par un éditeur italien, et l'opéra sera monté à Milan en 1953. Le livret est constitué pour moitié des phrases de l'œuvre de Bernanos. Alors il s'avère que l'écriture, la musique des dialogues est un moment d'exaltation pour Poulenc, qui pourtant n'est pas croyant. C'est un des seuls qui se participe au mythe, mais sans être vraiment animé par la foi. On peut notamment lire dans la correspondance de Poulenc qu'il n'a jamais écrit avec plus d'enthousiasme une œuvre, et qu'il vit avec ses carmélites du soir au matin dans un état de fascination. Poulenc a d'ailleurs travaillé en étroite collaboration avec Béguin, l'exécuteur testamentaire de Bernanos, et en plus d'approuver le projet, Béguin a même communiqué à Poulenc les actes original du jugement qui a condamné les Carmélites. Alors Poulenc était très angoissé à l'idée de ne pas obtenir les droits de Van Le Fort, mais finalement il les a obtenus en 1954. On relèvera que lors de la première à l'opéra des dialogues, eh bien, les Carmels américaines aux États-Unis ont fait même un vœu de silence pour la journée. Voilà, on voit encore la dimension reliquaire de leur histoire. Puis l'œuvre de Poulenc a été montée à l'Opéra de Paris en 1957. Là encore, en étroite collaboration avec l'Ordre des Carmels, puisque la décoratrice et la metteuse en scène sont même rendus au couvent de Compiègne. Bon, depuis, il a été détruit, afin que les sœurs les renseignent sur les habitudes, et les sœurs iront même jusqu'à prêter des vêtements pour qu'ils soient conformes à la réalité. Alors, chez Poulenc, les Carmélites, lors de leur exécution, chantent un Salve Regina, et il y a 16 notes de musique qui marquent la mort des 16 Carmélites. Donc, chaque mort est ponctuée par un geste musical. On relèvera que Poulenc était assez content de la mise en scène. Néanmoins, il regrettait que lors de cette mise en scène de l'Opéra de Paris, des coups de massicot, c'est-à-dire des bruits de métal, viennent ponctuer également les coups de guillotine. Effectivement, c'est un peu lourd, je vois sur vos visages, et on peut le comprendre. Ensuite, l'opéra, l'œuvre de Poulenc, donc qui reprend Bernanos, a fait l'objet d'autres mises en scène à l'opéra, et ici, nous intéresse une en particulier, celle de Tcherniakov, qui est une véritable star mondiale de la mise en scène, qui a monté cela à l'opéra de Munich en 2010. Alors, chez Tcherniakov, la mise en scène est totalement laïcisée.
C'est-à-dire que l'histoire ne se passe pas pendant la Révolution, c'est pas dans un couvent, et le décor évoque plutôt des camps de concentration nazis. En cela, la mise en scène s'avère différente du récit, mais finalement peut-être assez proche du message voulu par Gertrude Van Lefort, celui de l'oppression des personnes en raison de leurs convictions religieuses. Toutefois, et cela sera l'objet du litige, la scène finale chez Tchernakov est totalement modifiée. En effet, les sœurs sont enfermées dans une baraque en bois avec des bouteilles de gaz, et Blanche de la Force revient vers ses sœurs, comme dans le roman, mais les sauve en les portant une à une hors de la cabane en bois, et je vous révèle la fin, et la cabane finira par exploser, et Blanche va mourir dans la cabane. Donc, chez Tchernakov, les sœurs, les 16, sont sauvées par Blanche, tandis que chez Van Lefort, elles meurent comme dans la réalité. Alors, en résumé, le martyre des Carmélites a toujours été conçu par l'Église comme une relique, et seul Poulenc me semble ne pas avoir été animé par la foi. S'agissant de la scène finale, si je résume, dans la réalité, toutes les sœurs meurent à l'échafaud. Chez Van Lefort, elles meurent toutes, et puis Blanche, qui est un personnage inventé, est écrasée par la foule. Chez Bernanos et Poulenc, c'est la même chose. Poulenc, c'est en musique, donc c'est un peu différent. Et chez Tchernakov, Blanche sauve, et toutes les sœurs survivent, tandis qu'elle meurt. Alors, comme on l'aura compris, toute l'intensité dramatique du récit des Carmélites réside dans la scène finale, celle de l'exécution. Or, les intentions de Bernanos et de Poulenc nous paraissent pour le moins ambiguës. En effet, Bernanos, on se rappelle, est mort sans avoir achevé les dialogues, et Poulenc, lui, il n'avait pas vraiment apprécié la mise en scène consistant à marquer la mort par des coups de massicot. Donc la fidélité à la réalité, finalement, n'était pas forcément approuvée par Poulenc. Alors la mise en scène de Tchernakov soulève donc des interrogations. Qu'est-ce qu'interpréter une œuvre ? Est-ce dénaturer une œuvre que de l'interpréter de la sorte ? Qu'est-ce que créer, finalement ? Ces questions sont au cœur des procédures judiciaires relatives au dialogue. Avant d'examiner la procédure dirigée contre l'adaptation des dialogues par Tchernakov, il faut dire quelques mots des précédentes actions judiciaires en matière d'adaptation au-delà des dialogues. Alors, la jurisprudence laisse traditionnellement, en tout cas la jurisprudence française, laisse traditionnellement une faible liberté à l'adaptateur. Alors, c'est le cas particulièrement lorsque les metteurs en scène modifient le contexte d'une action. Citons quelques exemples. Tout d'abord, avec un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. Bon, c'est pas jurisprudence française, mais le droit moral était conçu après de la même manière, au sujet de la veuve joyeuse, qui a été déplacée par Maurice Béjart de la Belle Époque jusqu'au tranché de 1914. La Cour de Bruxelles a considéré que le changement de contexte dénaturait l'œuvre et a condamné donc Béjart. Autre exemple, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 1985 au sujet des journées orageuses qui a été mis en scène dans un goulag et non pas dans un sanatorium, comme le récit était originellement. Là encore, le changement de contexte a été conçu comme une atteinte au droit moral. Autre exemple, celui de la mise en scène d'En attendant Godot à Avignon, où les héritiers de Beckett avaient estimé que le changement de casting, dans le récit original, c'est deux hommes qui parlent, et là, dans la mise en scène, c'était deux femmes. Les héritiers ont considéré que, ont demandé à interdire la représentation au motif que le changement de casting porte atteinte au droit moral, ce qu'a reconnu donc le tribunal de grande instance de Paris, c'était en 1992. Donc on voit traditionnellement, c'était quelques exemples, la jurisprudence est plutôt assez ferme sur le droit moral. Alors, il semblerait qu'un certain vent de libéralisme soufflerait plus récemment, et pour cela, je voudrais évoquer la procédure relative au retour au désert de Coltès. En l'occurrence, dans cette pièce de Coltès, un personnage dénommé Aziz est décrit comme un maghrébin, et dans une mise en scène, c'était un homme blanc qui jouait, mais une personne parfaitement arabophone.
Du coup, la question s'est posée de savoir si le fait de faire jouer le rôle d'un maghrébin par un non-maghrébin mais arabophone, justement, cela portait-il atteinte au droit moral. Et la question était compliquée puisqu'en fait, les juges ont sondé l'intention de Coltès pour voir ce qu'il entendait. Et en fait, il avait laissé des instructions mais qui étaient parfaitement ambiguës. Il avait considéré qu'il fallait que ce soit des personnages maghrébins ou africains qui jouent ce genre de rôle, mais il a prévu des exceptions et en gros, interpréter à la volonté de Coltès était devenu impossible en fait, et les juges ont considéré finalement que l'adaptation ne portait pas atteinte au droit moral. Mais bon, était-ce vraiment du libéralisme ou était-ce parce que l'intention de Coltès était un peu ambiguë et qu'il semblait assez ouvert finalement à une modification du casting? Cela reste encore assez ambigu. En tout cas, c'est dans ce contexte de faible liberté accordée à l'adaptateur qu'ont été engagées deux procédures à des périodes très différentes contre les adaptations des dialogues, d'abord par Bruckberger et ensuite par Tcherniakov. D'abord, la procédure contre Bruckberger. Alors, en dépit de l'adaptation très fidèle au cinéma, notamment donc, le fait est que Bruckberger soit religieux, participe aussi de cette fidélité à l'œuvre originale. Les héritiers de Bernanos reprochaient déjà au réalisateur de trahir l'esprit de Bernanos. Alors, pourquoi? En particulier parce que le texte avait été modifié, mais il a été modifié pour les besoins du cinéma finalement, car bien entendu, on ne peut pas transposer les dialogues prévus pour un opéra, même pour les besoins d'un film généralement, et même si les dialogues avaient été faits pour le film, les besoins du film avaient conduit à modifier certains dialogues. Quoi qu'il en soit, par un arrêt du 22 novembre 1966, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des héritiers de Bernanos au motif que la Cour d'appel avait retenu à bon droit, je cite, qu'une certaine liberté peut être reconnue à l'adaptateur cinématographique, dont le rôle consiste à trouver, sans en dénaturer le caractère, une expression nouvelle de la substance d'une œuvre. Bon. La Cour approuve ensuite, la Cour d'appel, d'avoir retenu que l'adaptation respectait bien l'esprit de l'œuvre. Bon. L'apport de ce premier arrêt relatif au dialogue demeure toutefois peu éclairant, car en fait l'adaptation était très fidèle à l'œuvre originale, donc finalement assez peu éclairant. Tel n'est pas du tout le cas avec l'adaptation par Tcherniakov. Cette mise en scène va donner lieu à une nouvelle procédure dans un contexte où, contrairement à celle dirigée contre le film, l'œuvre est clairement modifiée. Alors, d'un côté, Tcherniakov respecte parfaitement le texte et la musique qui ne sont pas du tout modifiés, mais la mise en scène fait sortir le récit de son contexte et surtout modifie totalement le dénouement de l'histoire. Les héritiers de Bernanos et de Poulenc ont alors demandé en justice l'interdiction de la représentation de l'opéra ainsi que la location de dommages et intérêts. La Cour d'appel de Paris, tout en retenant que les œuvres de Bernanos et de Poulenc n'ont formellement pas été modifiées, a pourtant estimé que le changement d'action, je cite, rend énigmatique, voire incompréhensible ou encore imperceptible pour le néophyte, le maintien du son du couperet de la guillotine qui apparaît cette fois scander chaque sauvetage et non plus chaque exécution. La Cour d'appel a donc fait droit aux demandes d'interdiction formées par les héritiers Bernanos et Poulenc. Alors, sans le dire, la Cour d'appel a donc considéré qu'il s'agissait d'une dénaturation par changement de contexte. C'est un cas classique d'atteinte au droit à l'intégrité de l'œuvre. Les réactions dans l'opinion publique ont surtout porté sur l'absence de légitimité des ayants droit, perçus comme à la fois frileux et privilégiés. Alors, c'est là une critique assez classique faite au droit d'auteur, où la durée de protection est perçue comme illégitime, alors que la transmission des droits d'auteur, pourtant, on peut considérer qu'elle n'est pas moins légitime que d'autres droits, mais c'est encore ici un autre débat. En tout cas, chez les juristes, la critique de l'arrêt s'est concentrée sur la question de l'office du juge, les pouvoirs du juge. En l'occurrence, selon quel référentiel le juge doit-il contrôler la dénaturation de l'œuvre? Selon l'intention de l'auteur ou bien selon la perception qu'en a le public? Et puis, d'ailleurs, selon
quel type de public? Un public averti ou un public de béotiens? On peut estimer qu'en retenant une contradiction entre la lecture la plus simple, la plus littérale de l'œuvre, la Cour d'appel s'est mise à la place d'un spectateur non averti. Puis Tcherniakov a formé un pourvoi en cassation. En application de la jurisprudence classique, la Cour de cassation aurait dû rejeter le pourvoi. L'œuvre a été modifiée, ce qui porte atteinte au droit moral de l'auteur, à l'intégrité de l'œuvre. Et en plus, ces questions sont couvertes par, dit-on, le pouvoir souverain des juges du fond, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas classiquement à la Cour de cassation de vérifier cette dénaturation, c'est le travail des juges du fond. Mais tel n'a pas été le cas, et c'est là tout le sel de l'arrêt. Ainsi, par un arrêt du 22 juin 2017, la Cour de cassation a censuré la motivation de la Cour d'appel. L'arrêt comporte deux volets. Tcherniakov faisait valoir dans son pourvoi que la Cour d'appel avait reconnu l'absence de modification formelle des œuvres, mais qu'en même temps, elle avait reconnu l'atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Et donc, selon le pourvoi, qu'aucune atteinte à l'intégrité n'aurait en réalité eu lieu. Faisant encore valoir que la sanction prononcée, c'est-à-dire ici l'interdiction totale de la commercialisation des représentations de l'œuvre, était disproportionnée. La Cour de cassation a accueilli ces deux critiques. D'une part, elle a considéré que les juges du fond avaient violé les règles relatives au droit moral, et d'autre part, elle a considéré que la sanction était disproportionnée. La Cour de cassation accueille d'abord le pourvoi qui reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu que les œuvres n'ont pas été modifiées, mais qu'en même temps portaient atteinte au droit moral. La Cour de cassation semble ici, donc, et c'est un peu bizarre, semble rejeter la notion de dénaturation par changement de contexte. Je vous ai dit, c'était une catégorie classique et elle semble le rejeter. À moins qu'elle n'ait considéré que le changement de contexte n'était pas en lui-même dénaturant, dans la mesure où l'esprit de l'œuvre est respecté. Ici l'ambiguïté. Rappelons ici que les liens entre l'œuvre de Van Lefort, qui dénonçait le nazisme et le bolchevisme, et la mise en scène de Tcherniakov eh bien, peuvent être un peu réalisés. Finalement, Tcherniakov n'a pas nécessairement trahi l'esprit de l'œuvre, bien qu'il en ait changé le contexte. Ce premier motif de cassation est donc finalement assez déroutant. Faut-il y voir la fin de la dénaturation par changement de contexte? Peut-être. Si cela était le cas, cela marquerait un recul important du droit moral et corrélativement une avancée pour la liberté de création. Mais il ne faudrait pas nécessairement s'en réjouir, car certains changements de contexte peuvent porter atteinte à l'intégrité d'une œuvre. En fait, en réalité, la petite révolution que je voudrais vous exposer se niche dans le second motif de cassation. Les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que la sanction prononcée par la Cour d'appel était disproportionnée. La Cour d'appel a prononcé comme sanction la cessation immédiate de toute commercialisation des reproductions de l'opéra. En fait, elle a donc signé l'arrêt de mort de l'exploitation commerciale de l'adaptation. Cela a été critiqué et la Cour de cassation accueille la critique sans dire que la sanction était disproportionnée, mais en reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir examiné si la sanction prononcée était proportionnée. Alors, elle ne tranche pas la question. Ce n'est pas son rôle, la Cour de cassation, c'est un peu normal, mais la Cour de cassation se borne à constater l'absence de vérification par les juges de ce point. Il s'agit donc d'un motif de cassation que l'on peut qualifier de disciplinaire. La Cour de cassation reproche de ne pas avoir vérifié un point. Elle critique la Cour d'appel en ce qu'elle n'a pas opéré cette mise en balance entre, d'une part, le droit moral de l'auteur et d'autre part, la liberté de création. Le raisonnement, ici, consistant à examiner la mise en balance entre le droit moral et la liberté de création, et d'examiner si la mise en œuvre de la liberté de création n'est pas disproportionnée par rapport à la protection du droit moral, est parfaitement novateur en la matière. L'arrêt des dialogues des Carmélites marque donc le passage vers une nouvelle approche de la liberté de l'adaptateur. Ici commence la partie un peu plus juridique de mon exposé, donc un peu plus technique. Je vais essayer d'être clair. Car en effet, cet arrêt
marque un changement de méthode dans la manière d'appréhender le droit moral de l'auteur. Ce changement traduit plus avant un bouleversement plus profond encore, qui dépasse même le droit d'auteur. Ce bouleversement interroge le rôle du juge, et cela dans un contexte de globalisation, de mondialisation des systèmes juridiques. Le soin d'apprécier l'équilibre entre deux intérêts contradictoires ne relève ainsi plus seulement du travail du législateur par la loi, mais aussi du juge. La nouvelle approche se manifeste ainsi d'abord par un changement de méthode qui pourrait bien traduire un changement de modèle. Face au droit moral, dont le Chapelier disait qu'il constituait, je cite, c'est très célèbre en France cette phrase, cette citation, la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, la plus personnelle des propriétés, s'élève désormais une autre liberté, la liberté d'expression et de création. Comment assurer l'articulation entre ces intérêts antagonistes? Objet de crainte ou porteur d'espoir, la liberté de création impose à l'évidence de repenser le droit moral des auteurs. L'évolution de la jurisprudence dessine le passage d'une méthode interne de résolution des conflits à une méthode externe. Je dis interne car il s'agit alors de raisonner à l'intérieur du cercle du droit d'auteur. En revanche, la méthode externe commande de tenir compte d'autres facteurs extérieurs au droit d'auteur. Trois méthodes internes de résolution des conflits cohabitent traditionnellement. La première méthode, c'est celle des exceptions au droit d'auteur. Alors, les exceptions qui sont prévues par la loi sont des cas où l'usage d'une œuvre est autorisé par la loi. C'est par exemple la copie privée ou la courte citation. Ces cas sont prévus de manière abstraite par la loi. Ces exceptions sont prévues par une liste, en plus, limitative et d'interprétation stricte. L'écosystème des exceptions est donc fermé, rigide. Et en plus, les exceptions ne portent que sur les droits patrimoniaux, ne s'appliquent donc pas aux droits moraux de l'auteur. Alors, les exceptions, pour avantage la prévisibilité, puisqu'énumérées limitativement et d'interprétation stricte, eh bien, on sait à quoi s'en tenir, en quelque sorte. En revanche, elles posent difficulté lorsqu'un cas particulier n'entre pas dans la liste des exceptions prévues. Elles sont rigides et ne permettent pas de s'adapter à la pratique judiciaire. Deuxième technique de résolution interne des conflits, c'est la question de l'abus de droit. C'est la technique de l'abus de droit. Il s'agit ici d'examiner si la demande des auteurs au titre du droit moral est une demande abusive. C'est-à-dire qu'on considère que finalement la liberté s'applique car la demande de sanction est abusive. Alors il est assez rare que cette demande prospère. Parfois, elle prospère. C'est le cas dans l'affaire relative à Coltès, dont on a parlé tout à l'heure, où les juges ont considéré que la demande des héritiers était abusive et ont donc condamné les demandeurs à des dommages-intérêts. Mais cela est extrêmement rare. C'est ce qu'on appelle l'abus du droit moral. Ça existe, c'est rare. Troisième technique de résolution interne, c'est celui qu'on peut qualifier de la recherche du périmètre des droits. L'idée ici est de rechercher si l'adaptation porte ou non atteinte au droit moral. L'adaptation peut porter atteinte au droit moral, soit en modifiant formellement l'œuvre, on l'a dit, soit en la passant dans un contexte différent. Alors, le premier moyen de cassation s'inscrivait dans cette logique. Le constat d'absence de modification de l'œuvre suppose une absence d'atteinte au droit moral. On raisonne à partir des prérogatives du droit moral, à partir de son périmètre. Autre exemple, j'en parlais au début, la jurisprudence relative à la suite des Misérables. La Cour de cassation a retenu, dans cette affaire, qui donc portait sur l'écriture de la suite des Misérables de Victor Hugo, par un auteur, avait considéré d'une manière générale que écrire la suite d'une œuvre tombée dans le domaine public ne portait pas atteinte au droit moral. Donc avait créé un peu une nouvelle exception, qui ne portait pas ce nom, mais un nouveau cas en fait, de liberté. Mais encore un cas pensé de manière abstraite. Or, c'est très critiquable, car pourquoi toute suite d'une œuvre tombée dans le domaine public ne porterait pas atteinte au droit moral?
On peut certes estimer que le fait que l'œuvre soit tombée dans le domaine public, donc 70 ans après la mort de l'auteur, eh bien fait que l'auteur étant mort depuis un certain temps, eh bien on peut plus facilement pouvoir modifier l'œuvre. Mais après tout, c'est pas qui a un basculement de régime au moment du domaine public, pourquoi pas, mais une liberté totale avant et aucune liberté avant, ça paraît un peu trop radical finalement. Et c'est ce qu'avait dit la Cour de cassation. Cette conception, donc critiquable en ce qu'elle est trop sèche, trop catégorique. On peut parfaitement imaginer donc la suite d'une œuvre tombée dans le domaine public qui porte atteinte au droit moral. Cette critique a été entendue, puisque la méthode de contrôle a été différente, méthode externe, a été mise en œuvre par la suite. Qu'est-ce que cette méthode externe de contrôle? Il s'agit de la mise en balance des droits. Ici, la méthode consiste à rechercher le point d'équilibre entre les droits revendiqués par les requérants, à savoir d'une part le droit moral, d'autre part la liberté de création. L'origine de cette méthode réside dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Les atteintes aux droits fondamentaux sont admises à la double condition qu'elles soient d'abord nécessaires à la mise en œuvre du droit fondamental en conflit, et d'autre part, que l'atteinte portée au droit fondamental en cause soit proportionnée à l'exercice de cette liberté. Alors, nous devons ici faire une brève aparté. L'importation de cette technique de résolution des conflits entre intérêts antagonistes portés par les droits fondamentaux n'est pas du tout propre au droit d'auteur. C'est un mouvement bien plus global, bien plus général, qui porte sur l'ensemble du contentieux de droit privé. Pour ne prendre qu'un exemple, peut-être le plus célèbre en France, la Cour de cassation a considéré en 2013 qu'un mariage illicite entre une femme et son beau-père, la loi en France interdit ce type de mariage, interdit clairement, et c'est une règle d'ordre public, ne doit pas être annulé dès lors qu'il a été célébré sans opposition et qu'il est demeuré paisible pendant 22 ans. Cela au nom du droit à la vie privée des requérants. Donc ici, l'intérêt, c'est que dans cet arrêt, les juges ont considéré que le droit à la vie privée, droit fondamental, s'opposait à l'annulation d'un mariage pourtant illicite, clairement illicite, en vertu de la loi. Donc le droit fondamental a permis en fait de contourner l'application d'une loi extrêmement claire. Était en balance, d'une part, en fait, était en question le point de savoir si la limitation du droit à la vie privée par cette loi interdisant ce type de mariage était nécessaire et proportionnée. Et les juges ont été conduits donc à faire un examen in concreto. La différence est ici. Il ne s'agit plus d'un examen abstrait, antérieur et, au cas particulier, mais un examen propre au cas particulier. C'est-à-dire qu'avec cette jurisprudence de 2013, il ne faut pas non plus considérer que tout mariage entre un beau-père et une femme est licite. Non, tout dépend dans quelles sont les conditions, notamment les conditions de durée. Alors, ce point est assez important et il permet un peu d'éclairer finalement la jurisprudence dialogue des Carmélites qui finalement s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus général et qui n'est pas du tout propre au droit d'auteur. Les deux questions essentielles à résoudre sont donc de savoir si, d'un côté, la liberté, l'exercice de la liberté de création rendait nécessaire les modifications apportées par l'œuvre, premier point, et si d'autre part, l'atteinte était proportionnée à l'objectif visé par l'adaptateur. S'agissant du contrôle de la nécessité de l'atteinte, l'auteur de l'œuvre seconde pouvait-il faire autrement que de modifier l'œuvre afin d'atteindre son objectif? La réponse à cette question est délicate. Comment juger de la nécessité de modifier une œuvre? On peut penser que l'objectif de critiquer une œuvre impose de la modifier. Ici, on peut penser que Tcherniakov avait souhaité pousser le raisonnement de Van Lefort sur le thème de la grâce. Dans la religion catholique, c'est par la grâce que Dieu sauve les hommes. Et Blanche de la Force était ici conçue par Van Lefort comme le sauveteur. Donc il n'est pas illogique d'imaginer qu'elle sauve les sœurs de l'échafaud. Donc la modification apportée à l'œuvre était-elle allée trop loin pour servir le propos de l'auteur? C'est la question posée. Enfin, deuxième étape, la mise en balance doit être examinée. Dans quelle hypothèse, donc dans l'hypothèse où les juges retiendraient que l'atteinte n'est pas nécessaire ni justifiée, la sanction prononcée doit elle-même être proportionnée à la gravité de l'atteinte.
une modification minime ne saurait justifier une interdiction totale de la diffusion de l'œuvre. Avant l'arrêt du dialogue des Carmélites, premier arrêt portant donc sur les droits moraux, cette méthode avait été déjà mise en œuvre en matière de droit d'auteur dans deux arrêts très importants que je voudrais aborder avec vous. Tout d'abord, par la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt important, l'arrêt H.B. Donald contre France en 2013, était ici en cause la reproduction sur un site internet de photographies d'un défilé de mode. Alors, les défilés de mode sont protégés par un droit d'auteur, c'est bien la mise en scène que les vêtements, en réalité. Et les photographes avaient, sans autorisation, pris des photos et proposé, moyennant rémunération, de vendre ces photos sur Internet. En l'occurrence, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il fallait examiner la mise en balance, d'une part, la liberté d'expression des photographes de diffuser les œuvres sans autorisation, et d'autre part, le droit d'auteur des maisons de haute couture, pour faire simple. Et en l'occurrence, elle avait retenu que, bien, on fait cette mise en balance, mais que, ici, les photographes avaient été animés par l'esprit du lucre, du commerce, puisqu'ils vendaient les photographies. Donc, du coup, l'atteinte au droit d'auteur n'était pas nécessaire. Vous voyez, on peut imaginer que c'est nécessaire dans d'autres hypothèses, pas une hypothèse commerciale, hypothèse d'information du public, par exemple. L'expression du débat d'intérêt général est très présente dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, cet arrêt portait sur les droits patrimoniaux, pas sur les droits moraux. On sait bien que les droits moraux, c'est un peu plus délicat, c'est du droit de la personnalité. Autre arrêt, cette fois-ci un arrêt français dont on a beaucoup parlé, c'est l'arrêt Classen du 15 mai 2015. Ici était en cause un artiste, Peter Classen, qui avait découpé des photographies de mode encore, d'un célèbre photographe, Alix Malka, qui est un photographe de mode, donc avait découpé des photos et avait fait des collages. Et Malka faisait valoir que la modification et la reprise de ses œuvres sans autorisation portaient atteinte à ses droits. Et ici, un peu comme dans le dialogue des Carmélites, les juges du fond avaient considéré qu'il y avait reproduction de l'œuvre, donc atteinte au droit d'auteur, et avaient sanctionné. Et la Cour de cassation avait considéré qu'en fait le travail avait été mal fait, l'appréciation avait été mal faite, puisqu'il fallait mettre en balance la liberté de création de l'artiste, d'une part, et le droit d'auteur, droits patrimoniaux en l'occurrence, d'autre part. Donc avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel en disant revoyez votre copie, refaites la mise en balance. Depuis cet arrêt, les juges ont donc rejugé et ont fait cette mise en balance et ont estimé que la reprise des œuvres de Malka n'était pas nécessaire. Rien ne justifiait la reprise en fait des œuvres par Peter Classen, et donc a condamné Peter Classen de mémoire à 50 000 € de dommages et intérêts. Alors, dans l'affaire des dialogues des Carmélites, l'arrêt de la Cour d'appel avait été perçu par le grand public et la presse généraliste comme une censure inacceptable de la liberté d'expression. Cela accentué par l'identité des demandeurs, qui sont les héritiers, en plus des auteurs, donc peut-être dépourvus de légitimité aux yeux de certains. L'arrêt de la Cour de cassation est passé assez inaperçu dans la presse généraliste, et on peut le comprendre, car en fait elle ne tranche pas le litige. En revanche, pour la doctrine juridique, l'arrêt est extrêmement important, qu'elle l'approuve ou non, car en fait, cet arrêt conduit à mettre en balance les droits moraux et la liberté de création. Le passage de l'ancien au nouveau modèle se manifeste de deux manières. D'abord, en retenant une conception concrète de l'articulation du droit moral et de la liberté de création. Ensuite, en opérant un changement, un rapprochement, un dialogue, pourrait-on dire, avec le modèle anglo-américain du copyright. D'abord, la question de la conception concrète de l'articulation. Classiquement, afin de déterminer dans quelle mesure l'adaptateur peut modifier le contenu d'une œuvre, la majorité des commentateurs français sont hostiles à la mise en balance des droits. Alors, deux principaux arguments sont avancés et je voudrais les discuter. D'abord, cette mise en balance ruinerait les équilibres abstraits prévus par le législateur. Il serait donc, seconde critique qui est liée, facteur d'insécurité juridique. Cela en ce qu'elle laisserait une trop grande liberté aux juges d'imposer des nouveaux équilibres. Alors d'abord, la première critique, la ruine des équilibres abstraits. Les opposants à la mise en balance font valoir que le législateur a déjà fixé les grands équilibres par le biais des exceptions. Bon. En réalité, cette critique est même critiquable, car
il n'est pas de justice abstraite, il n'est que de justice concrète. C'est un grand thème important qu'on pourrait développer en détail, on n'a pas vraiment le temps. Rappelons juste que la CEDH répète depuis longtemps maintenant que l'effectivité des droits fondamentaux, donc en particulier la liberté d'expression, doit s'apprécier de manière concrète et non de manière théorique et illusoire, donc non de manière abstraite. Il n'y a pas de justice abstraite, il n'y a que de justice concrète. En outre, prétendre découvrir que le juge possède un pouvoir d'appréciation, pouvoir qui l'autorise, ou qui le conduit en tout cas à dépasser la lettre de la loi, en fait, ce travail jurisprudentiel est admis depuis longtemps. Alors, sans rentrer dans des considérations trop techniques, relevons que depuis bien longtemps, le juge ne peut pas opérer ce qu'on appelle un déni de justice, c'est-à-dire qu'il doit trancher une prétention même si la loi est lacunaire ou incertaine. Donc il doit interpréter la loi et, au besoin, créer une règle. Il ne peut pas laisser les justiciables sans réponse. Ensuite, le travail d'interprétation de la loi, consistant à déformer le sens de la loi, est admis depuis bien longtemps. Je citerai simplement Raymond Saleil, un auteur français du début du XXe siècle, qui a, par une formule célèbre, résumé cela, par le Code civil, mais au-delà du Code civil. Donc, il s'inscrit donc dans une logique réaliste du droit. Puis enfin, avant même l'arrêt Dialogue du Carmélites de 2017, le juge devait résoudre la même interrogation, mais en fait en masquant son raisonnement. La liberté de l'adaptateur justifie-t-elle les modifications de l'œuvre? La méthode interne, finalement, est très proche de la méthode externe, simplement elle ne dévoile pas l'articulation de son raisonnement. La méthode nouvelle, en fait, n'a fait qu'expliciter, rendre visible le raisonnement qui demeurait jusque-là caché sous couvert d'appréciation souveraine du juge. Deuxième critique, celle de l'insécurité juridique. Le juge serait dorénavant libre de créer des exceptions nouvelles et donc de ruiner la prévisibilité des demandeurs en justice. Mais en fait, c'est un faux procès, selon moi. La jurisprudence a toujours été créatrice en la matière, en raison notamment de l'absence de directives légales relatives au droit à l'intégrité de l'œuvre. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la jurisprudence relative aux adaptations. Par exemple, l'adjonction d'une préface a été considérée comme attentatoire à l'intégrité de l'œuvre. En revanche, la rédaction de la suite des Misérables, faisant revivre Javert, ne l'a pas été. S'agissant des mises en scène dénaturantes, dans En attendant Godot, le fait de ne pas adopter une distribution masculine porte atteinte, tandis que chez Coltès, le changement de l'apparence physique d'un comédien ne l'est pas. La jurisprudence n'est pas claire et incertaine. Alors, c'est un argument qui peut aussi se retourner, puisque c'est pas parce que la jurisprudence était incertaine qu'il faut se complaire dans une nouvelle incertitude, certes, mais peut-être est-ce indépassable, ce travail du juge de devoir interpréter. Donc en réalité, le changement de modèle peut s'expliquer aussi par une autre raison, qui est un dialogue entre les systèmes juridiques. Il ne fait aucun doute que l'origine de cette méthode de mise en balance réside dans le droit de la CEDH. Mais de plus, l'évolution de la jurisprudence française peut aussi se comprendre par l'effet d'attraction opéré par les droits étrangers et particulièrement par les systèmes de copyright qui connaissent à des degrés divers des régimes d'exception ouvertes et en même temps des droits moraux moins développés que dans les systèmes de droit civil. Et en cela, le droit français semble se rapprocher d'une certaine manière du droit canadien. Car en effet, dans le droit canadien considère les exceptions au droit d'auteur non pas comme des exceptions, mais plutôt comme des droits des titulaires des exceptions. C'est un arrêt Théberge contre Galerie d'art du Petit Champlain de 2002, qui est assez célèbre ici, qui reconnaît la liberté d'adaptation en renversant en fait la perspective. Quant à l'appréciation du caractère équitable en droit canadien, les juges canadiens recherchent si un certain nombre d'éléments permettent de déterminer si une utilisation est équitable, comme le but, la nature et l'ampleur de l'utilisation, l'existence de solutions de rechange, la nature de l'œuvre et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre. C'est un arrêt Alberta Éducation. Avec les jurisprudences Dialogue des Carmélites, la Cour de cassation invite aussi les juges français à opérer de telles recherches finalement. On retrouve
ici une proximité avec le critère de la nécessité et de la proportionnalité. Alors, pour conclure, je voudrais citer l'idée d'un professeur de droit français, Gustave Huard, qui en 1903, déjà un peu ancien, a suggéré, en matière d'adaptation, d'obliger les adaptateurs à informer le public des modifications apportées à une œuvre. Comme cela, le public ne saurait se méprendre quant à la volonté de l'auteur et lui imputer une conception de son œuvre qu'il ne partagerait pas. Cette idée semble encore d'actualité et se situer dans la droite ligne de l'arrêt des dialogues des Carmélites. Mais alors, la conception du droit moral changerait de fonction. De la protection de la personne de l'auteur à travers son œuvre, et de l'idée qu'une modification de l'œuvre affecte l'auteur lui-même, en réalité, le droit moral se muerait alors en une règle de protection de la bonne compréhension de l'œuvre par le public. N'est-ce pas là trahir l'esprit de la loi? Je vous remercie de votre attention.